Moi, ça me fait plaisir d'être ici encore avec vous cette année. Effectivement, des fois, j'ai l'impression d'être un porteur de mauvaises nouvelles ou de bonnes nouvelles, peu importe. Je suis un porteur de nouvelles. Hein, au moins, et là, c'est la nouvelle du jour, hein, parce que depuis mercredi dernier, officiellement, nous avons un règlement en technologie de l'information. Et je vais essayer, dans une très courte période, de vous présenter, bien sûr, ce règlement-là. Effectivement, c'est vraiment une très courte période qui, dans les faits, vous allez voir tout à l'heure, je sais, hier, j'ai parlé avec des gens, qui disaient, hey, on vient d'aller tout chambouler nos affaires encore. C'est pas le but de l'exercice, d'autant plus. Hein, c'est juste de venir recadrer certaines choses à certains égards. Puis parce que le langage au niveau des technologies de l'information est un langage particulier. Alors, le règlement va justement aller dans cette ligne-là et je pense que ça va faire l'affaire de bien des gens. On va vous amener de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire peut-être les choses, mais que vous souhaitiez, dans bien des cas. Dans d'autres cas, bon, je garderai mes petits coups de marteau pour la fin. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits coups de marteau à la fin, de dire, hey, finalement, il ne fallait pas dormir sur ce que... Il faut garder le punch. Mes punchs sont à la fin, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va vous demander peut-être? Puis je ne dirais pas plus de travail, mais une façon différente, à certains égards, au niveau de la gestion des contrats, au niveau des technologies de l'information. J'avais dit à François de ne pas oublier sa question, parce que je me suis plugué une couple de questions pour être sûr que les gens me posent des questions. Tu t'en rappelles, François, c'est correct? Qu'il n'y avait pas rapport du tout, mais c'était correct. L'idée, c'est que tu me parles pendant la présentation. Donc, mais si vous avez des questions, ça, par exemple, ça va être important. Et à la limite, qu'elles soient, on va passer à travers la présentation. Si vous avez d'autres questions, des fois d'ordre plus général, dans le cadre de la loi ou en cadre de l'application, on pourra essayer d'y répondre aussi dans un délai qu'on a assez serré, mais malgré tout. Mais je pense que je suis ici pour ça aussi, de répondre à vos interrogations. Les rares occasions qu'on a de se rencontrer, hein, comme on dit souvent, de rencontrer le Conseil du Trésor, parce que maintenant, je me suis appelé le Trésor. En plus! Juste de faire un petit rappel avant de commencer la présentation. Le règlement technologie de l'information, c'est un travail quand même assez ardu qui a demandé quelques années. Quand je dis quelques années, c'est parce que ça fait plus de 2 ans que l'on travaille dessus. Via aussi tout ce qui a été dit. Hein, suite à la commission Charbonneau, quand on parle de construction, on avait l'impression que tout était dit, tout avait été dit, mais on se rappelle qu'en technologie, tout n'a pas encore été dit. Il n'a surtout pas tout été écrit encore. Parce que si vous lisez le Journal de Montréal, le Journal de Québec, Jean-Nicolas Blanchette s'en occupe grandement de parler du bordel informatique. Bien évidemment, c'est sûr que ça a accroché l'oreille du président du Conseil du Trésor à plusieurs égards, parce qu'à chaque fois qu'il entendait bordel informatique, puis un contrat qui dérape, c'est jamais intéressant quand tu étais au Trésor, puis c'est toi qui veux le gardien des règles et de faire appliquer des règles. Alors, de là est arrivé beaucoup de choses, entre autres la stratégie en technologie de l'information, hein, qui a été déposée en juin dernier. Il est arrivé sur un passeport entreprise, puisqu'on est venu essayer de camper des choses et qu'on retrouve en très grande partie dans le règlement. Ce qui a été aussi des éléments extrêmement forts puis qui nous a amené à se repositionner sur certains éléments dans le règlement, et c'est peut-être une des raisons pourquoi des fois certaines choses ont été tirées, c'est qu'il y a eu 2 rapports qui ont été extrêmement importants, qui sont arrivés en fin d'année 2015. Le rapport de l'UPAC, qu'on a parlé avec beaucoup de gens dans le cadre des tournées avec les secrétaires de comité de sélection et dans le cadre de la tournée des ROC, et le rapport du VGQ, hein, du Vérificateur général du Québec. Donc, vous voyez, on a tablé sur beaucoup d'éléments au niveau des zones de vulnérabilité. Donc, c'est vos zones de vulnérabilité et des thèmes et des zones de vulnérabilité, même dans le règlement, dans le rapport du Vérificateur général du Québec, quand on parle d'intégrité des processus internes, qu'on parle de sensibilisation et responsabilité des acteurs, quand on parle de recours important à des ressources externes dans le cadre des commissions scolaires, je vous dirais que c'est probablement moins présent de faire, si ce n'est peut-être en ingénierie, pas en architecture, là, mais c'est des contrats. Mais quand on parle des fois des ministères organismes, de penser à consultants en technologie de l'information, c'est très présent. En tout cas, on essaie d'atténuer ça de plus en plus. On parle de ramener l'expertise dans les organismes publics, mais entre le dire et le faire, il y a des délais à cet égard-là, bien sûr. J'avais placé, dans le cadre de la présentation d'après-midi, puis comme ça va être public après ça, vous l'aurez, je ne vais pas relire ça, c'est des choses que j'ai déjà présentées au secrétaire de comité de sélection et au ROC, mais c'était des éléments qui nous rappellent qu'on s'était dit qu'on se doterait d'une directive interne unifiée, qu'on parlerait de lignes internes de conduite, qu'on parlerait de limiter aussi, et ça c'est le rapport de l'UPAC, de limiter le recours à des revendeurs.
puis on n'embarquera pas sur la pomme croquée tout de suite, bien évidemment. Donc, tout ça, bien évidemment, fait en sorte que le rapport de l'UPAC disait « Faites attention, soyez prudents ». On avait une chose qui était quand même assez particulière. On s'est rendu compte dans le rapport de l'UPAC que les donneurs d'ouvrages publics, ils en ont vérifié, je pense, 15 ou 16, puis à un moment donné, ils ont constaté à l'UPAC que sur 13 cas, les gens recevaient des biens informatiques et ne vérifiaient pas la facture et ce qu'ils recevaient. 13 cas sur 15. Donc, ils n'avaient pas reçu nécessairement ce qu'ils avaient commandé. Et c'était habituellement moins bon que ce qu'ils avaient eux-mêmes commandé et que vous aviez payé. Alors ça, on était un peu déstabilisés à cet égard-là. Donc ça, vous voyez, ça fait partie de toute cette réflexion qui nous amenait à parler d'un règlement qui serait mieux encadré au niveau des technologies de l'information. Le rapport du vérificateur aussi faisait référence à certaines zones, de certains éléments dans ce rapport-là. Donc, on parle d'assurer l'indépendance, l'impartialité. Quand on parle de limiter l'utilisation à des contrats de taux journaliers, on le sait en informatique, souvent, on donne des contrats à taux journalier ou à taux horaire, puis finalement, ce qui arrive, c'est qu'eux ne prennent aucun risque parce qu'ils lui ajoutent des heures. Hein? Donc, on dit qu'il serait peut-être lieu de repenser nos contrats. Est-ce qu'on pourrait faire des contrats à forfait pour partager un peu le risque? Alors, la stratégie TI, comme le passeport entreprise, nous amenait vers ça. Donc, on va essayer, dans le cadre de ce règlement-là, de regarder est-ce qu'on est capable de faire une bonne évaluation de son besoin pour justement aller vers cette approche peut-être un petit peu plus forfaitaire. La notion d'allotissement de contrat aussi. Prévoir des clauses de pénalité, on en a parlé beaucoup ce matin. On va en prévoir, on va en mettre même, probablement qu'on va en édicter des clauses de pénalité à cet égard-là qui seront obligatoires. Encadrer l'utilisation des ressources externes, j'en ai parlé tout à l'heure, et sensibiliser et responsabiliser les acteurs qui participent à l'une ou l'autre des étapes dans un processus contractuel. Et une des raisons, des fois, on dit « Ah, le chargé de projet, oui, il est où dans le processus? » Alors, il est important, mais jusqu'à où il est important? Alors, ça, c'est le rapport du vérificateur qui était venu nous dire ça aussi. Donc, tout ça est arrivé vers la fin de l'année 2015. Alors, bon, puis les événements du début de l'année 2016, vous les connaissez, ce qui est arrivé chez nous, bien évidemment. Le règlement TI, quand on lit l'article 1 du règlement TI, on dit que c'est un contrat qui vise l'acquisition ou la prestation de service. Alors ça, c'est un changement, parce que ce qu'on était habitué jusqu'à maintenant, c'est qu'on parlait des contrats d'appro et des contrats de service. Ce que vient faire le règlement technologie de l'information, c'est qu'il vient joindre les deux dans une même réglementation. Alors ça, c'est intéressant parce que vous le savez aussi que dans bien des cas, il y a les deux. Oui, on achète des portables, c'est une chose. On achète des imprimantes, c'est une chose. Mais des fois, il vient aussi du développement avec une acquisition. Alors, comment on départageait cette chose-là? C'est un contrat de service, finalement, ou c'est un contrat d'approvisionnement? Là, au moins, on va être capable de le distinguer un peu plus, puis on va le mettre dans le même contexte. C'est dans le cadre du règlement en technologie de l'information. Donc, ce sera encadré par ce règlement-là. Quand on parle de TI, bien sûr. Quand on parle de TI, on dit, lorsqu'il cherche de façon prépondérante, beau mot qu'on retrouve dans le Code civil, l'article 2103, mais qui n'a pas été défini dans le sens de c'est un pourcentage, c'est une valeur monétaire. Donc, il faut établir, nous, en tant que donneurs d'ouvrage public, c'est quoi qui est de façon prépondérante pour assurer ou à permettre des fonctions de traitement des communications d'information par des moyens électroniques, dont notamment la collecte, la transmission, l'affichage et le stockage. Donc, on comprend que des ordinateurs, ça ressemble étrangement à ça. Des logiciels, ça ressemble étrangement à ça. Des photocopieurs multifonctions, ça ressemble à ça aussi. Alors, c'est ça. Donc, ça, on comprend les contrats de technologie de l'information. Toujours de se rappeler aussi, est-ce que ça des contrats qui sont visés par la loi sur la gouvernance au niveau des technologies de l'information? La fameuse loi 133. Alors, d'avoir cette préoccupation au niveau de vos DSI. Savoir si vous avez le OK pour partir en achat ou en acquisition. Quand on parle du règlement de technologie de l'information, on dit qu'on comprend qu'il peut y avoir juste de la pro. Ça va arriver. C'est vrai. Il peut y avoir juste du service aussi. Puis, on est venu parler du contrat d'entreprise, l'ouvrage intellectuel, tout le développement, la création, le développement, la mise en place d'une structure dans votre organisation. Mais il y aura peut-être, dans ce contexte-là, des biens aussi qui vont joindre à ça. Mais là, on dit qu'on va l'assimiler à un contrat de service, parce que c'est le travail intellectuel qui va être plus important. Et dans le cadre du Code civil, on parle du contrat d'entreprise, en ce cas-là. OK? Donc, c'est ça vient couvrir le fameux règlement technologie de l'information. Dans mon introduction, bien sûr, le règlement technologie de l'information reprend en grande partie les éléments des autres règlements. Le règlement sur les contrats d'approvisionnement et le règlement sur les contrats de service. Mais on est venu ajouter des nouveautés. Des nouveautés dans certains cas qui vont se répercuter dans les autres règlements.
Mais dans certains cas, c'est nouveau. Hein? Par exemple, de parler de coût total d'acquisition, un CTA. Alors, ça, c'est un nouveau terme qui vient dire qu'on va abroger ce qu'on appelait cette fameuse notion de coût d'impact. Le coût d'impact n'existera plus, là, au sens de la réglementation. Ça va être le coût total d'acquisition, qui va être un petit peu différent, il va être amené un petit peu différemment. C'est, entre autres, une des choses qu'on va quand même essayer d'élaborer beaucoup avec les gens de TI lorsqu'on va les rencontrer dans le cadre de la formation qu'on va offrir à partir de la semaine prochaine. Et ça va se retrouver aussi dans le règlement d'approvisionnement. La notion de coût d'impact dans le règlement d'approvisionnement n'existera plus aussi, hein, parce qu'on vient modifier les règlements. Là. Avec le règlement de TI, on va venir modifier les 3 autres règlements à certains égards. Bien sûr, une nouvelle procédure de mise en concurrence, la notion de dialogue compétitif. Je vais vous revenir là-dessus un petit peu tout à l'heure. Ça, on parle de cas particuliers. Soumission transmise par voie électronique. Oh, voilà, hein, ça fait longtemps qu'on attend ça, d'être capable de soumissionner via le système électronique d'appel d'offres. Hein, donc, vous demandiez d'avoir les soumissions par voie électronique. On va y aller par petits pas encore une fois, parce que c'est encore une fois une chose qui est nouvelle. C'est pas si évident que ça que les soumissionnaires ou les contractants vont dire « Oh, youpi, on va envoyer ça. » Même vous allez peut-être être réticent à certains égards, parce que ça veut dire que vous allez les recevoir en format électronique. Ça veut dire que vous allez être obligé de les imprimer, ces documents-là, si vous voulez en consommer une copie, hein, quand vous allez les importer. Donc, ça aussi, il y aura un travail à faire. On va probablement commencer juste dans la notion du plus bas prix confort. Nous, le système fonctionne avec 2 enveloppes. Bon, on va vous pratiquer avec une enveloppe pour commencer, probablement. L'acquisition de biens ou de services infonuagiques, hein, qui va pouvoir être de gré à gré. On va y revenir tout à l'heure avec l'entente cadre avec le CSPQ. Oh, là, par exemple, il y a 2 petits coups de marteau. Rétroaction. Donc, retour aux entreprises qui vont vous questionner. Donc, une obligation de répondre quand ils vous questionnent. C'est un petit coup de marteau, mais ça peut être intéressant parce qu'on est dans un objectif d'amélioration continue auprès des contractants. Hein, de leur dire pourquoi ils n'ont pas été retenus. On sait toujours, c'est plate, mais c'est toujours le deuxième qui se trouve meilleur que le premier. Hein, puis qui vous pose la question, pourquoi c'est pas moi qui ai gagné? Hein, j'étais bien meilleur que lui. Alors, essayez de lui expliquer pourquoi il est deuxième. Alors, ça va être important. On va faire un petit tour d'horizon là-dessus tout à l'heure. Et cette notion, cette fameuse notion, on en a parlé ce matin un petit peu, hein, de l'évaluation de rendement. Et là, c'est vrai que c'était peut-être un gros coup de marteau parce qu'il y aura une obligation d'en faire dans tous les cas. Hein? Mais on va en reparler tout à l'heure. Là, je suis juste en TI. On commence en TI. J'ai bien dit, on commence en TI. Je dis, on commence en TI, là. Hein? Puis, la CETA dit bien, le règlement TI reprend certaines notions. Les autres règlements aussi, juste quand même, je ne sais pas si je l'ai mis, mais les autres règlements, les 3 autres, ça, je voulais vous le dire à vous, je pense que c'était important aussi, parce que vous n'êtes pas qu'en TI. Dans la majorité, vous n'êtes pas en TI, justement. Dire qu'il y a des choses qui ont changé. Vous irez relire, là, à partir du 1er juin, les nouvelles moutures, parce qu'il y a des petites choses qui vont avoir changé au niveau des textes, au niveau des termes. Bon, le contenu de l'avis, dans les documents d'appel d'offres, il y a des petites choses qui vont avoir changé. La notion de conformité aussi. Hein, ça n'a pas changé beaucoup, mais comme on va parler de soumission électronique, par voie électronique, bien, il y a des choses qui changent aussi sur la notion. Des nouveaux termes. Hein, quand on parle d'intégrité de la soumission, d'inintelligibilité, illisibilité, avec un virus. Donc, des termes qu'on va retrouver dans... nous, tous, on se pratique à ces mots-là. La tenue d'essai de conformité. Hein, vous le savez, ça, c'est quelque chose que les gens demandaient souvent. Est-ce qu'on peut requérir le bien? On avait même émis un bulletin d'interprétation à cet égard-là, en 2014, pour vous permettre de requérir. Là, on l'a mis dans le règlement, de pouvoir requérir. Il faut le prévoir. Il faut que ce soit bien planifié, cette façon de requérir le bien aussi. Okay? Pour le tester au niveau de ce qu'on a dit qu'on allait tester. Alors ça se retrouve aussi dans le règlement d'approvisionnement. C'est pour ça que j'ai mis RCA. On se rappelle qu'RCA, c'est pas les anciennes TV, là. La possibilité de prendre en compte le coût total d'acquisition. Alors ça, on le retrouve dans le règlement TI, mais on le retrouve aussi dans le règlement sur le contrat d'approvisionnement. Oh, là, ça va être ça, c'est quelque chose de changé. Là, les groupes d'approvisionnement, je pense à eux, entre autres, là, hein, la possibilité de remplacer un bien par un autre pendant la durée d'un contrat. On va même changer les prix de ce bien-là dans le cas d'un contrat à commande. Et ça aussi, ça se retrouve dans le RCA. Ça aussi, c'est toute une adaptation. OK? Il faut que tout ça soit bien attaché dans le devis ou dans l'appel d'offres. Et bien sûr, des mesures relatives au niveau des soumissions transmises par voie électronique. Vous voyez, donc, ça aussi, ça on va pouvoir le faire dans tous les règlements, là, les soumissions électroniques. Ce n'est pas qu'en TI. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on va y aller avec étape par étape. Ça va jusqu'à maintenant?
Pas d'autres questions? François, garde-la pour plus tard. Ça, c'est une chose que vous nous aviez demandé depuis longtemps, cette nouveauté-là. Hein, bien sûr, la première phrase, elle est simple. Hein? On dit que les documents, puis ça, vous le savez, c'est pas une nouveauté, là. Quand on parle d'un appel d'offres public, l'obligation de mettre son appel d'offres sur SEAO, ça, c'est réglé. Puis que les documents d'appel d'offres, quand les gens vont les avoir en main, c'est qu'ils proviennent de SEAO. Ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire, faites toujours attention, puis je l'ai dit à plusieurs reprises, ça ne veut pas dire nécessairement, faire attention à la construction avec des règles particulières, mais peut-être quelqu'un les a achetés, lui, puis il dit, oh, moi, je ne soumissionnerai pas finalement. Il les donne à quelqu'un d'autre. Et on a le droit de faire ça, ils ont le droit de faire ça. Puis vous avez l'obligation de l'accéder parce qu'ils proviennent. Ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que vous n'avez pas le droit de les donner, vous n'avez pas le droit de les vendre en tant que donneur d'ouvrage. Mais de quelle façon il les a obtenus? Bien, il peut être obtenu que par le système électronique d'appel d'offres lui-même. OK? Donc ça, c'est important, là. Parce que souvent, quand vous allez regarder votre liste des commandes, quand vous ouvrez, vous dites, c'est comme ça qu'il n'est pas là, lui. Effectivement. Ben, puis il l'a parce qu'il y a quelqu'un qui a... Peut-être que dans la liste des commandes, il y a quelqu'un, justement, qui est là, mais qui n'a pas déposé, mais c'est quelqu'un d'autre qui dépose. Alors ça se peut aussi, là. Hein? Ben non, ils proviennent des SEO parce que le document peut être photocopié. Hein? Ben oui, il n'y a pas d'interdiction de faire une photocopie de ce document-là. Ce qu'il faut faire attention dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a eu tous les addenda? Est-ce que la personne qui a donné les addenda? Mais ça, c'est sa responsabilité, c'est pas la vôtre. C'est pas la vôtre, ça, OK? Ou vous nous aviez demandé de dire, on pourrait-tu pouvoir un jour limiter la période des questions? Hein? Puis vous vous rappelez, quand on a lancé en novembre, dans la Gazette officielle, on parlait d'un 24 heures. Puis là, c'était dans la période de consultation, le fameux 45 jours. Puis là, vous avez écrit au Trésor, plusieurs d'entre vous, en disant « Ah, oh, c'est pas assez, 24 heures. » Je pense que je l'avais dit à tout le monde que si vous trouvez que c'est pas assez, dites-le, parce que sinon, on va mettre 24 heures. Ça va être réglé. Et finalement, il y a des gens qui ont marqué 5 jours, 7 jours. Tabarouette, il n'y aura plus d'appel d'offres, tu sais. M'a déposé, demain, m'a recevoir la soumission. On se dit « Ben, regarde, si. » Donc, on dit « Wow, il y a des limites quand même. » Alors, on a convenu, hein, le législateur a convenu que ce serait 2 jours ouvrables. 2 jours ouvrables, OK? Alors, si la question vous arrive le vendredi, vous comprendrez que ce ne sera pas le samedi et le dimanche que vous ne répondrez pas. Ça veut dire que là, ça va être dans le lundi que ça va se passer la 2e journée ouvrable, dans ce contexte-là. Oui? Sauf que si c'est un incident sur le prix, c'est 7 jours minimum. Non, pas ça, là. Là, on va... Là, je ne suis pas rendu là encore. Là, je suis juste de dire, je peux, parce que j'ai prévu dans mon document d'appel d'offres, limiter la période des questions. Donc, ça veut dire que l'appel d'offres ferme le 15. Le 13, moi, je me donne la possibilité de ne plus répondre aux questions. J'ai bien dit, je me donne la possibilité. Faites attention, vous pouvez le faire, là. Si la question vous arrive, vous dites, « Eh, tabarouette! Je pensais pas... » Moi, on n'a pas pu ça, personne ne l'a posé avant. Hey, c'est une sacrée question, puis même, justement, elle pourrait avoir une incidence sur le prix. Alors là, vous devriez, en tant que donneur d'ouvrage respectueux des règles, de dire, « Oui, je vais mettre un addenda, et oui, je vais... pousser dans le temps la fermeture. » Ça, c'est important. Mais si vous considérez, vous, que cette question-là ne demande pas de réponse puis que vous ne voulez pas aller plus loin, vous pouvez. N'oubliez pas, il va falloir que la clause soit prévue dans les documents d'appel d'offres, par exemple. C'est pas parce qu'elle est réglementée que d'emblée, vous allez pouvoir l'utiliser. Il faudra avoir prévu la clause disant que vous pouvez limiter à 2 jours ouvrables. Alors, 2 jours ouvrables, bien, vous comprendrez que on n'a pas parlé d'heures. On aurait pu écrire 48 heures. OK, vous la comprenez, la subtilité? 2 jours ouvrables. Donc, dans le raisonnable, dans les 2 jours, hein, donc, est-ce qu'il vous pose la question à 13 heures, vous décidez que vous, elle se répond ou elle ne se répond pas, bien, ça fait à 11 heures le matin, regardez, là, c'est à vous à le gérer, ça, cette partie-là. OK? C'est bon pour ça? Donc, c'est, je pense, un élément qui... C'est mon cadeau du jour. Cadeau de grec. Oh, non, un vrai Québécois, moi. C'est mon collègue, ça. C'est Oliver, ça. Coût total d'acquisition. C'est évident que je n'embarquerai pas dans toute cette nomenclature, puis je pense qu'on n'aurait pas le temps aujourd'hui. Vous savez, vous m'avez probablement, dans certains cas, entendu parler des coûts d'impact où j'avais toujours un petit haut le cœur à cet égard-là. Probablement, j'en aurai un aussi avec les coûts total d'acquisition avec le temps. C'est pas parce que ça a changé de nom que ça va changer les façons de faire des donneurs d'ouvrage dans bien des cas. Mais je voudrais être attentif à ça aussi. C'est une approche intéressante. Hein, on dit de permettre de prendre en compte une décision d'achat sur la durée de vie utile.
Ça aussi, c'était quelque chose que vous souhaitiez, parce que dire, ouais, mais on est limité à 3 ans ou à 5 ans. La durée de vie utile, j'ai toujours dit, faites attention à ça, là. Moi, j'ai pas de problème. Est-ce que vous dites, nous, là, il faut absolument que, quand je lance un appel d'offres, il faut que les pièces, elles soient disponibles pour que la durée de vie utile de l'appareil. Bien, il faut l'écrire, par exemple. Puis c'est quoi la durée de vie utile de l'appareil? Bien, c'était 7 ans, 8 ans, 10 ans. Bien, dites-le. Si vous ne le dites pas, puis qu'au bout de 2 ans, lui, il dit, moi, je ne vends plus cet appareil-là, puis je ne garde aucune pièce, bien, vous essayerez de le faire réparer au bout de 2 ans après. Vous ne pourrez pas. Ben, la règle est là. Là, maintenant, elle est écrite. Donc, c'était vous à la penser. Quand on dit là-bas, hein, une évaluation préalable, adéquate et rigoureuse de mon besoin, bien, ça aussi, ça en fait partie. OK? Donc, sur la durée de vie utile de l'appareil, d'un bien, on se comprend, au lieu de se limiter au coût d'achat initial. Bon, ça, c'est important, mais rappelez-vous que même dans le règlement en approvisionnement, on dit qu'il y a la possibilité d'inclure des frais d'installation, d'entretien, de formation, de garantie. Ça reste là, dans la prix. Ça, c'est la notion du prix soumis. À ça, ce qu'on vient ajouter, c'est des coûts additionnels. Hein? On dit des coûts qui sont non récurrents, parce que vous l'achetez, l'appareil, c'est fini, et des coûts qui sont récurrents, au niveau de la maintenance, du service, tout ça. Est-ce qu'il pourrait être aussi, dans certains cas, dans le prix soumis? Oui. Dans l'autre cas, non. Alors, il faut le réfléchir. Il faut que ce soit clair, par exemple. Il faut que ce soit dans le devis, que ce soit dans le document d'appel d'offres. Qu'est-ce que je vais considérer? Qu'est-ce que lui est capable de mettre comme coût dans ce bordereau-là? Aux fins d'adjudication. OK? Parce que ce n'est pas les coûts réels, là. Hein, c'est le coût aux fins d'adjudication. Lui, il va me soumettre un prix, on va ajouter une série de coûts additionnels qui vont me donner un coût total d'acquisition aux fins d'adjudication. Mais c'est le prix soumis, finalement, que je vois pareil quand même de l'appareil. Oui, Dave. Oui, juste une petite question concernant ça. Du cas vécu, nous, on parlait de Cisco ce matin. On avait des switches Cisco. Puis, pour de la téléphonie, on a acheté des switches d'une autre marque. Là, j'ai eu assez de mauvais bouclier de la part des gens d'informatique. Il y avait des craintes légitimes en disant Cisco, vous êtes habitué, ça fait 15 ans. Quand on va sur les forums du débogage, il y en a 70 pages. Ceux-là qui là, nous est proposé, il n'y en a pas d'informations. Finalement, ça s'est très bien passé. Mais comment on fait pour dire aux soumissionnaires, codifie-moi ça comme coût, là, je ne vais pas un coût d'impact, mais un coût total d'acquisition. Lui, il peut me dire, ben non, 2 jours, là, il m'a donné 2 jours de formation gratis, mais comment on fait à la soumission pour dire, Cisco ne met pas ce montant-là, puis tous les autres le mettent? Ben, c'est ça, il va être là, il est là le défi. Mais là, le défi, il a toujours été là, le défi aussi en tant que donneur d'ouvrage public, hein, d'être capable de dire est-ce que c'est des coûts réels, récurrents réels, ou c'est des coûts que je vais imputer pour l'exclure. Voilà le défi que vous avez en tant que donneur d'ouvrage public, mais ça, c'est vrai depuis 2008, là. Hein? Parce que j'ai vu des choses dans les coûts d'impact qui étaient... Quand tu es rendu à mettre des coûts d'impact 6 fois plus importants que le coût d'acquisition, peut-être que tu es mieux de ne pas faire un appel d'offres. Puis t'es mieux d'utiliser 13.4. Pas interdit, hein? C'est pas une règle interdite, 13.4, là. C'est juste d'être capable de justifier le 13.4. Hein? Alors, ça, c'est important aussi. Là. Alors, là, on change. Quand on dit sur des éléments mesurables, quantifiables, bien, il voudra se retrouver dans le document d'appel d'offres. Hein? Puis on dit qu'il va être calculé après le dépôt, parce que c'est compte tenu de ce qu'il va avoir mis aussi dans cet égard-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on va pouvoir imputer nous-mêmes, dire, bon, pour nous, la formation, ça représente 10 000, 5 000, 8 000, 150 000 $, ben c'est à nous, il va y avoir des choses qu'on va établir, mais on va clarifier aussi dans le document d'appel d'offres à cet égard-là. Donc, on comprend que c'est ajouté au prix soumis ou au prix ajusté. Parce qu'on va, dans un processus qualité aussi, il va être possible de le faire dans ce contexte-là. Alors, on va faire notre processus d'adjudication, on va passer le paramètre K, on va avoir un prix ajusté, et là, on va ajouter les coûts additionnels qui vont me donner un coût total d'acquisition. Oui, vous avez parlé de la clause 13.4. Est-ce qu'on peut utiliser ça même dans le contexte des directives du Conseil du Trésor d'aller vers un achat recruté spécifique pour nos achats? Ça devient une décision d'organisation. Puis c'est pas le Conseil du Trésor qui impose ça non plus, en passant. OK, on va se comprendre. Ça va être important de le dire. C'est pas nous. Nous, on n'impose rien. On a un cadre légal. Il y a un article dans cette loi-là qui vous permet, si vous dites que vous jugez que c'est 13.4 qui ne peut être appliqué que pour ça. Là, il y a d'autres directives qui viennent de d'autres ministères. Là, il faut les respecter aussi. Il faut regarder l'opportunité. C'est légal. Mais nous, il n'y a rien d'illégal. Moi, quand j'entends dire, oui, mais là, je dois déroger à la loi parce que j'utilise 13.4, là, on ne déroge pas à la loi avec 13.4. C'est dans la loi 13.4. OK? Ce matin, les gens disaient, je pense que c'est Maître Laprise qui disait, est-ce que c'est public ou est-ce si on disait ça l'était ou ça ne l'était pas? Oui, dans le cas de 13.4, en plus, c'est public. Hein?
parce qu'on doit la justifier dans SEAO, l'utilisation de 13.4, et avoir utilisé, fait un gré à gré. Hein, cette justification-là est publique dans ce contexte-là. OK? Donc, ça, c'est au niveau des coûts additionnels. On dit que ne sont considérés qu'à des fins d'adjudication, je l'ai dit tout à l'heure, puis vous voyez que c'est assez large, là, ce qu'on a mis. Puis c'est dans le règlement, ça. Hein? Au niveau, ça peut comprendre les coûts de licence, d'installation, de configuration, de formation, de migration de données, d'interopérabilité, d'entretien, de soutien et d'évolution. Vous voyez, on est assez large, là. On vous a laissé beaucoup de marge de manœuvre. Faites attention quand on dit on vous donne beaucoup de marge de manœuvre. De donner beaucoup de cordes à un donneur d'ouvrage, vous savez ce qui peut arriver avec aussi. Il faut être capable d'aller se défendre aussi à cet égard-là. Bien sûr, d'avoir mis des coûts additionnels et de les mettre après, bien, il faudra expliquer aussi au soumissionnaire après quel coût je lui ai imputé à lui dans les 15 jours de l'adjudication. Alors, il faudra y écrire personnellement, qu'il transmette de l'information personnellement. C'est qu'est-ce que je t'ai imputé à toi? Donc, il faut être capable d'aller justifier aussi ce que j'y ai imputé en tant que donneur d'ouvrage. On se comprend? Donc, ça, c'est un outil, mais c'est un outil puissant, mais un outil qui demande aussi une rigueur en tant que donneur d'ouvrage public. Oui. Quand tu imputes des coûts comme ça, est-ce qu'il faut que tu mettes dans ton différent appel d'offres Oui. les coûts que tu vas imputer? Il faut que tu mettes au moins tous les détails de qu'est-ce que tu vas imputer, hein, l'entretien, la formation, tout ça. Alors, dans des cas, on va être obligé de mettre des montants, le nombre de personnes. Par exemple, j'ai à former des gens. Combien j'en ai à former? C'est important de former tous mes employés de ma commission scolaire ou c'est juste les spécialistes TI? Il faut que ce soit avec une certaine rigueur ou à certaine rigueur. Puis est-ce que c'est nécessaire? Que les coûts soient connus au moment de la Oui. Sur quoi je vais imputer des coûts? Exactement. Le montant ne sera pas nécessairement marqué. Mais il faut que ce soit justifiable, par exemple. Quand on dit mesurable et justifiable dans la cétale précédente, il faut que je sois capable de justifier que j'ai imputé 20 000 par exemple. Puis ça va revenir. C'est bien trop. Ben voilà. Donc, c'est pour ça. Il faut être capable de... Mais ça aussi, il faut être capable de le défendre, là. Que ce soit réaliste. Hein? On commence à avoir des contestations sur la façon dont les coûts d'impact ont été indiqués dans les appels d'offres. Tu sais, au niveau de votre contrat, oui, tout on a été pénalisé, mais on conteste la façon dont vous avez calculé les coûts d'impact, ça prend pas de temps pour Et c'est pour ça que ça va être important de travailler vraiment en amont avec vos spécialistes TI. Effectivement. Puis autant vos spécialistes d'approvisionnement dont vous êtes aussi, là. C'est bon pour ça? Je tourne la page et je parle des nouveautés, hein, c'était le but de l'exercice. Le dialogue compétitif. Le dialogue, c'est de parler avec les soumissionnaires. Ce qu'on dit qu'on ne peut pas faire, là, on vient le mettre dans le cadre. Mais faites attention, là. Il faut lire ça là-dessus, là. Hein. Lisez de la littérature un petit peu avant d'embarquer dans le dialogue compétitif, là. Ça existe beaucoup en Europe. Hein. Ça existait aussi au Québec. Pensez à la notion de PPP. Hein, ce dialogue de régler des petits éléments qui n'étaient pas clairs dans la solution à proposer. Hein, dans le besoin qui est clair, mais qui a encore des zones grises. C'est l'idée du dialogue compétitif. Et là, ce qu'il faut comprendre dans ça, on dit que ça peut porter sur différents moyens. Ça, c'est plus ou moins important dans le contexte. Où ça va être important? Non, je ne l'avais pas mis ici. On parle de projets complexes. Alors, de haut degré de complexité. Haut degré de complexité, là, faites attention, hein, ce n'est pas nécessairement parce que ça vaut 8 millions ou 100 millions de dollars. Un projet peut être aussi complexe à 500 000 qu'un projet de 8 millions qui ne l'est pas, quelque part. Alors, il faut avoir une réflexion sur ça. Mais, des fois, je connais mon besoin, je sais à peu près le résultat qui est attendu, mais entre les deux, il y a plein de zones grises. Puis je me dis, est-ce que je pourrais, par un dialogue, me permettre d'aller échanger avec certaines firmes qui auraient été retenues dans un premier temps via une analyse de la qualité? Hein, on parle de l'annexe 2 dans ce cas-là, avec les 7 premiers éléments, où ce que je vais retenir, au moins 3 firmes idéalement, c'est ce que le règlement dit. Si vous en retenez que 2, ben, ça vous prendra une autorisation de dirigeant d'organisme pour porter le dialogue, puis s'il y en a juste un qui aurait fini le processus, on va arrêter le processus complètement. Puis là, qu'est-ce qu'on veut éclaircir? C'est sur les moyens technologiques destinés à répondre à mon besoin. Tu sais, hier, on prenait un exemple, je donnais une formation, je faisais un test, je me pratiquais hier, ou avant-hier, avant de vous rencontrer. Puis je prenais les fameux radars photo. Hein? Comment on établit le choix de ce modèle-là par rapport à un autre? Dans un contexte où, comment on prend des photos sur la route? Bon, là, on a un modèle, vous le connaissez. Hein? Mais est-ce qu'on aurait pu installer d'autres choses? Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens technologiques possibles à installer quelqu'un sur le bord de la route avec une caméra, 35 mm, avec un film dedans? Là, ça aurait-tu été une solution acceptable?
Bien, il faut voir. Alors ça, c'est de permettre de dire, parle-moi, toi, un peu de ton approche. Ou ça devient peut-être un petit peu plus complexe, c'est dans un contexte où ça va me prendre quelqu'un pour superviser le processus via un vérificateur indépendant. Un vérificateur de processus indépendant. Indépendant, ça veut dire qu'il est indépendant de votre organisation. C'est qui, ça? Ben, c'est quelqu'un qui va être capable d'écouter vos spécialistes avec la firme A, vos spécialistes avec la firme B, vos spécialistes avec la firme C, qui vont chacun présenter leur solution, qui lui va avoir un regard externe à ça, tout en s'assurant que le processus soit réglé, réglementé. Puis lui va avoir un rapport à émettre à cet égard-là. Des cartes d'affaires, Non, non. Mais on en a quand même certaines personnes qui font. Ça se voit beaucoup. En Europe, ça se fait beaucoup, mais ça se fait aussi dans l'Ouest canadien, on a vu des cas. Et ça se fait ici au Québec, dans le cadre, je te des PPP tout à l'heure, là, je vous disais. Alors ça, il n'y a pas de personnes identifiées pour faire ça nécessairement. Hein. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être identifiés pour faire ça. C'est de connaître un peu le processus contractuel. Ce n'est pas un spécialiste en TI qui va nécessairement être un vérificateur de processus indépendant. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de dire, moi, là, je m'assois avec les gens, puis je m'organise, je prends votre question, ce ne sera pas long, hein, je m'organise pour ce qui se dit dans cette conversation one-one, qu'on ne prenne pas ça après ça et dire, hey, tantôt, là, avec la firme, on a dit ça. Non, non, non. C'est que là, c'est ta solution à toi. Présente-moi ta solution, on va faire les ajustements pour être certain qu'il n'y ait pas trop de zone grise. C'est ça le but. Pour que tu sois capable, à la fin, de me présenter une proposition finale, qui va être peut-être en qualité-prix ou juste en prix. Oui? Le vérificateur-là, c'est pas comme un consultant, là. Ben, il devient quasiment... Mais pas que c'est lui qui travaille avec vous, là. On se comprend, c'est pas quelqu'un qui est dans votre organisation. Non, je prendrai un consultant. Ça serait quelqu'un d'externe. J'ai le droit de le payer. Ah, il faut le payer. Il ne fera pas ça pour rien, lui. Je pense pas que quelqu'un aille faire ça pour rien, moi. Hein? Alors, effectivement, il faudra bien sûr le payer, le rémunérer, parce que lui, il va passer peut-être quelques jours avec votre organisation pour gérer ça, là. Alors, il y a un coût à ça, mais on comprend je vous ai dit tout à l'heure, c'était dans des projets complexes. On va passer à tous les jours. J'ai un peu peur, mais quand même. Oui, Serge. Justement, étant donné qu'on le paye, est-ce que ça se peut qu'il ne soit pas nécessairement indépendant? ouais, c'est ça. Ben, il faudra, donc, ça voudra dire, hein, quand on parle d'impartialité, de probité, d'intégrité, je vous dirais que ce qu'on a le curé, c'est bon, monsieur le curé. J'aime ça, monsieur le curé, c'est intéressant, ça. Je pense qu'il ferait des bons vérificateurs de processus. Il cherche des fois de l'ouvrage un peu, là. Allez, on va réglementer la grosseur des cures. Alors, plein de curés qui vont se lancer dans le vérificateur de processus. Alors, une nouvelle carrière. Donc, avoir cette réflexion-là à cet égard-là, oui, il faudra le rémunérer, oui, il faudra qu'il soit impartial, avec probité. Et oui, il y a un travail peut-être un peu avec rigueur. Faites attention à ça avant d'embarquer là-dedans. C'est un outil, encore une fois. Hein? C'est dans le règlement, il sera possible de faire ça dans certains projets. J'ose espérer qu'il n'y en aura pas tant que ça là, dans les premiers mois. Ce qu'on voit, nous, on a regardé qui fait ça souvent, c'est des juges à la retraite. À la retraite, oui. Beaucoup de juges à la retraite qui font ça. Oui? On parle vraiment de quelqu'un qui est pas pour conseiller. Jamais. Il est... Fait que pas quelqu'un qui est spécialiste Non. avec ça. Non, effectivement, il veille à assurer la transparence du processus. C'est ce qu'elle dit. Effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui... Ben, oui, il y a peut-être certaines connaisses, mais quand je dis, ça peut... Souvent, on a vu dans l'Ouest, on a regardé certains cas dans l'Ouest, c'est des juges à la retraite qui font ça. C'est un petit sideline. Peut être intéressant. Alors, vous voyez, et il ne faut pas oublier qu'il doit émettre un rapport qui va être public sur SEAO. Le rapport du vérificateur. OK? C'est bon? Les fameuses soumissions par voie électronique. OK? On ne dit pas soumission électronique, dans le règlement, on dit soumission transmise par voie électronique. OK? Important, une porte d'entrée, le SEAO toujours. OK? Donc, on dit que toutes les soumissions ne peuvent être transmises que par le système électronique d'appel d'offres, SEAO. Alors, vous allez déposer vos soumissions-là, vos appels d'offres-là. Le soumissionnaire éventuel va aller les chercher comme c'est actuellement le cas. Il va pouvoir redéposer sa soumission via le système électronique. Tout ça dans un processus quand même protégé au niveau d'une empreinte technologique via... on va protéger le système via ClickSecure. C'est ClickSecure, donc les entreprises sont déjà enregistrées ClickSecure dans la majorité des cas. Alors, ils vont poursuivre dans ce contexte-là aussi. Donc ça, on pense que là,
On a fait des tests, ça fonctionne bien. On l'a fait à une enveloppe, on l'a fait à 2 enveloppes, on l'a fait avec le MTQ, on l'a fait avec le CSPQ. Ça fonctionne, on sait que ça marche. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on va commencer à la base avec des appels d'offres, une étape. Donc, on pense construction. Hein, les contrats de construction sont intéressants. On est toujours quasiment en plus bas prix. Ce n'est pas des cahiers de charges énormes non plus. Fait que ça peut être intéressant dans vos premiers cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dit que l'avis des documents d'appel d'offres doivent être mentionnés, peuvent. OK, c'est important, le peuvent, pour ça je l'ai souligné, là, être transmise par voie électronique. Et le mode papier va demeurer. Alors, l'entreprise qui est là, moi, je ne me sens pas confortable là-dedans, je veux continuer à déposer en papier, elle va pouvoir déposer en papier. On va même mettre une période transitoire aussi. Pour les gens qui disent, on veut l'essayer, mais on est un peu mal à l'aise avec ça, ils vont pouvoir transmettre par voie électronique et venir vous porter aussi la copie papier. Avec le chèque visite. Non, ben, il va être dedans, mais si on n'ouvre pas l'enveloppe, ça va être via le système que le chèque va venir. OK? Parce que le chèque ne sera... Si on n'ouvre pas l'enveloppe papier, on n'y aura pas accès. Il y a une obligation de transmettre. Alors, on va, tu sais, pour vraiment que les gens se pratiquent avec ça. On a préparé et on va transmettre au cours du mois de mai un guide aussi aux organismes publics, comment faire des appels d'offres avec soumission par voie électronique. Donc, on ne vous laissera pas démunis juste à regarder le SEAO et dire « Je clique où, là? » On va vous aider aussi. Comment afficher son secret d'entreprise? Comment s'inscrire pour faire des soumissions par voie électronique? Donc, tout ça, puis vous allez avoir aussi l'aide du service à la clientèle de SEAO qui a mis une équipe à cet égard-là pour répondre à votre besoin aussi. Les gens ont un petit peu peur, on dit, oui, comment on fait pour nous vérifier si elle est intègre, sa soumission? C'est le système qui va valider l'intégrité via une empreinte électronique de plusieurs caractères. Alors, l'empreinte que lui va avoir, c'est la même qui va être transmise via le système que vous allez recevoir en tant que donneur d'ouvrage. Alors, il va y avoir une corrélation entre les deux. Donc, si ça n'arrive pas dans la même empreinte, c'est-à-dire qu'elle est non intègre, il y aura même la possibilité de vous la retourner s'il y avait eu un problème au niveau technologique. Je vous dirais qu'actuellement, les tests qu'on a faits, c'est presque impossible, mais là, en technologie, rien n'est impossible. On se comprend, mais je vous dirais que les chances qu'il y ait une transmission et qu'elle ne soit pas intègre quand elle arrive chez vous, parce que là, elle est déposée dans le système, vous, après ça, vous allez l'importer. Alors, c'est... En tout cas, jusqu'à maintenant, on pense qu'il ne devrait pas en avoir. Mais on a prévu la disposition au niveau de l'intégrité et lui pourra vous la retransmettre. La même. Il va repayer du piton, puis il va la retourner dans le système. Puis là, on a prévu des délais de 2 jours ouvrables à cet égard-là. Donc, on veut sécuriser les gens. Les gens le demandaient depuis longtemps d'avoir des soumissions transmises par voie électronique. On en est rendu là. Alors, il sera possible, tranquillement, de se pratiquer. Donc, on dit ici, transmission d'une même soumission par voie électronique et par papier, elle sera permise. Et ça ne sera pas considéré dans ce cas-là comme dépôt de 2 soumissions, donc, qui rendrait la soumission donc, non conforme. Hein? Alors, on va permettre les 2 dans ce cas-là. Ce qui est important de se rappeler que si elle est intègre, puis vous êtes capable de l'importer et de l'ouvrir, vous n'ouvrirez jamais l'enveloppe papier, vous allez lui retourner son enveloppe papier non ouverte. Oui, François? C'est bon? Alors, et là, l'intégrité va être vérifiée à ce moment-là, puis là, vous allez vous allez ouvrir son document et vous allez être capable de... Et il va y avoir toute la stratégie, comment on ouvre, est-ce que j'annonce tout de suite les prix, si on est en plus bas prix conforme, alors on va vous donner des trucs à cet égard-là, et c'est partie de la formation qu'on va donner aux gens là, en technologie. Si elle est non intègre, je ne pensais pas que je l'avais écrit dans l'acétate, alors effectivement, il pourra la journée dans les 2 jours après l'avis de défaut. Alors vous constatez quand vous importez via le système électronique qu'elle n'est pas intègre, vous allez pouvoir l'aviser, dire « Hey, ta soumission finalement n'était pas intègre, retourne-moi ». Et là, c'est l'empreinte. Alors, vous allez savoir, l'empreinte, vous allez la voir, et il va vous retourner la même empreinte, que vous allez avoir le même document. Et c'est retransmis, bien sûr, par SEAO. Là. Il ne vient pas vous l'apporter en papier dans ce contexte-là. Là. Il la retransmet. Parce que là, il pourrait avoir changé des choses. Alors, je comprends, il faut qu'il vous la retransmette. S'il n'est pas capable de vous la retransmettre ou qu'il arrive un bug total, ou peu importe, puis c'est de sa faute, bien là, il devient non conforme. Jusqu'à quelle heure, moi, là? Hein, j'ai-tu encore... j'ai jusqu'à 8 heures à soir. Il me reste combien de temps, là? 15-20 minutes, OK, c'est bon. 15-20 minutes, c'est bon. Parce que j'arrive à mes clous, quand même, hein, mes petits coups de marteau. C'est quand même des nouveautés. Les autres affaires, c'est des nouveautés, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce que je viens de vous présenter là, il n'y a rien d'obligatoire, là.
C'est des outils. Vous vous rendrez donc compte jusqu'à maintenant, puis les gens viennent me poser la question, hey, le règlement va tout changer notre vie. Non, le règlement ne change absolument rien. Ce que je viens de vous présenter là, ce sont des outils. La seule affaire qui change, c'est que maintenant, dans le langage, on va parler du règlement, puis on va parler d'un contrat de technologie de l'information. C'est ça, c'est dans le langage. Vous l'aviez déjà, ce langage-là, mais là, il est réglementé. C'est juste ça, le changement. Ça, par exemple, c'est un petit changement. OK? Et ça va être partout. La rétroaction. Alors, mais lui aussi, il a une obligation en tant que soumissionnaire de vous écrire, par exemple, dans ce cas-là. OK? Alors, on dit que la possibilité de demander par écrit, dans les 30 jours de la transmission des résultats, les détails de son évaluation. OK? De son évaluation de qualité, c'est sûr. Là, en plus bas prix, il est plus cher. pas trop de rétroaction à faire avec ça. T'étais trop cher, mon chum. Alors, la prochaine fois, tu baisseras tes prix. Tu seras moins cher, tu vas pouvoir passer. Mais dans ce cas-là, il faut être conscient que oui, en processus qualité, il va demander, et c'est ce qu'on dit là, hein, le résultat obtenu à chacun des critères. Donc, ça va obliger, bien, et ça va être important de passer dans vos organisations. Je sais qu'il y a des gens qui sont secrétaires de comité de sélection ici aussi cet après-midi, de se rappeler que les notes devront être bien prises. Pour être capable d'expliquer sur quels critères il a manqué, parce que ça va être ça qu'il va vouloir savoir, lui, en tant que soumissionnaire. Les critères qui passent, il peut bien vous demander comment ça, j'ai obtenu juste 82 quand je pense avoir eu 83,5. Mais là, il y a une question de consensus dans ce contexte-là aussi. OK? Oui, Jean. Est-ce que cette nouveauté-là va s'appliquer aussi dans les autres? Oui, ça est répercuté partout. Ça est répercuté partout. À partir du 1er juin, dans les nouveaux règlements. Oui, c'est ça. Donc là, ça veut dire oui. Donc ça veut dire. Mais on n'oublie pas que dans ce cas-là, on est souvent. C'est parce que c'est des processus qualité, là. En plus bas prix conforme, il est non conforme, mais on lui donne déjà sa non-conformité. Il n'y a pas grande explication à lui donner, puis il ne vous la posera pas par écrit, cette question-là. On va lui dire qu'il est non conforme. Fait que ça règle le problème. Mais en qualité, d'aller un peu plus loin, et ça, prenez-le positivement, je vous dirais. Comme étant. Ce soumissionnaire-là n'a peut-être pas été bon pour cet appel d'offres-là, mais pourquoi il n'a pas été bon? Peut-être qu'il aurait été excellent si vous l'aviez eu aussi, mais on va l'aider à ce que la prochaine fois, il soit meilleur. On va lui dire, on t'avait demandé de nous définir 3 projets similaires à un projet dans une commission scolaire, puis c'est vague, ça donne l'impression que tu n'as fait juste 2, puis on t'avait demandé dans les 5 dernières années, puis on dirait que ça fait 8 ans le 3e. Alors, c'est dans ce but-là. Fais attention la prochaine fois, quand tu réponds. Vous le savez, vous me le dites souvent, ils ne savent pas écrire, ils ne sont pas capables de répondre correctement aux appels d'offres. C'est peut-être justement de les replacer un petit peu aussi, ces soumissionnaires-là. Oui. Mais présentement, ils nous appellent. Pourquoi vous avez mis ça? Parce que moi, je réponds pas. Parce que des fois, vous ne répondiez pas à leur appel. OK? Bon, mais il n'arrive jamais rien pour rien dans un règlement, vous comprendrez. Si ou ben non, vous nous le demandez, ou ben non, c'est parce qu'ils nous le demandent. Tu sais, c'est de part et d'autre. La représentation, là, ça se fait des deux côtés de la table. Hein? Alors, dans ce contexte-là, on le sait, dans certains cas, dire non, tu as eu ta note, c'est assez, salut. Peut-être pas la bonne attitude. Ça fait un peu froid comme relation d'affaires avec un soumissionnaire qui pourrait être un excellent soumissionnaire qui a déjà travaillé avec vous aussi. Donc, c'est dans ce contexte-là. Bon, il y a un effort à faire, il faut qu'il fasse la demande par écrit. Et dans les 30 jours. Donc, c'était à vous à la gérer, cette information-là. Est-ce que l'information doit être transmise par écrit aussi? Le règlement ne l'a pas dit. Donc, demandez-le pas. Tout dit, moi, si vous nous demandez des choses, on va finir par l'écrire. Alors, faites attention à ça. Pour l'instant, le règlement est resté relativement muet là-dessus. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous le demander par écrit. Mais si vous répondez assez rapidement, puis vous l'appelez, il va peut-être dire on vient de désamorcer la bombe. OK? Alors, c'est dans ce contexte-là, je pense, qu'il va être important. Attendez peut-être pas la 29e journée aussi, hein? Parce que vous avez 30 jours pour lui répondre. Le règlement a prévu 30 jours pour y répondre. D'attendre la 29e, peut-être pas une bonne idée, parce qu'il va commencer à vous mettre de la pression. Alors, c'est toujours la même affaire, OK? On est dans une relation d'affaires entre des soumissionnaires et nous. OK? Alors, puis on dit, les motifs de non-retenue de sa soumission, on est dans le sommaire. On lui donne des grandes lignes, mais au moins, on lui en donne. Donnez-lui un peu d'informations. Je dis souvent en formation de secrétaire, n'oubliez pas, quand il vous appelle, c'est pas juste pour vous écœurer, là. C'est dans le but de comprendre. C'est dans le but de comprendre pourquoi il l'a pas eu. Oui, il y en a qui c'est peut-être pour dire, maudit, ça n'a pas de bon sens, je le connais, lui, il n'est pas bon, ils vont se faire avoir. Ça, c'est pas vrai dans tous les cas, là. Alors, c'est dans le but, justement, de créer une relation agréable en affaires aussi. Si
ça où il veut poursuivre. Oui, c'est ça. Alors, exact. C'est pour ça qu'on attend le 29e jour des Exact. Effectivement. Est-ce que c'est pas dangereux qu'on se fasse poursuivre pour des affaires? Ah, ben voilà. J'ai pas mis de parenthèse pour rien sommairement. Ça, c'est pas écrit dans le règlement. OK? Vous verrez à établir qu'est-ce que vous êtes capable de lui dire, jusqu'à où vous êtes capable de vous défendre aussi. Parce que si vous lui transmettez trop d'informations, puis vous lui donnez de la corde pour vous pendre, vous, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais de ne pas lui en donner, c'est aussi mauvais. Tu sais, c'est l'échange, encore une fois, monsieur. Les fameux contrats à commande. Hein, les contrats à commande, où ce qu'on dit avec un ou plusieurs, là, il va être possible de remplacer le bien, parce qu'on sait qu'en technologie, l'évolution technologique est ce qu'elle est. Hein, vous avez fait un appel d'offres, contrat à commande, 2 ans, 3 ans, puis au bout de 6 mois, 1 an, là, ça évolue, puis là, il n'y avait pas de possibilité nécessairement de changer le bien, ils l'ont même pu. Alors, on comprend ici, puis c'est conforme aux spécifications là, établies, là. Il ne peut pas nous proposer des affaires pour nous proposer des affaires. Alors, et, encore une fois, où le prix n'excède pas celui qui avait été proposé au départ. C'est important. Il va proposer la nouvelle version, hein, en faisant attention, bien sûr, de ne pas faire des sauts de version. De dire, il me semble que la version 8, 12, 14 serait vraiment le plus intéressant. Non, c'est vraiment la version qui suit, celle qui remplace celle qui n'est plus capable de vous fournir. Là, ça va bien, on est avec un fournisseur. Avec plusieurs fournisseurs, ben là, il sera possible, bien sûr, encore une fois, là, de réduire son prix. Il sera possible de changer le produit aussi, de voir l'évolution technologique. Ou là, on a un petit élément qui va avoir des impacts, probablement pour les groupes d'approvisionnement, c'est la fameuse règle du 10 hein? Parce que dans la règle du 10 on dit actuellement, les firmes, hein, on regarde le prix du moins cher, puis tous ceux qui sont dans l'écart de 10, je peux acheter de n'importe qui dans l'écart de 10. Il y a des dispositions qui auront été prévues, parce que pour réduire un prix ou changer un bien, tu ne feras pas ça n'importe comment, là. Il faut que ça soit été prévu dans le document d'appel d'offres et dans le contrat. Quand ça va se faire? Alors, c'est aux 3 mois, aux 6 mois, aux 2 mois, aux années. Alors, il faut le prévoir. Alors, c'est sûr que peut-être quelqu'un qui actuellement est à 14-15 qui, lui, vous achetez pas de lui, quand il va revoir ses prix à la baisse, il va peut-être se ramasser dans l'écart de 10. Il va peut-être même être le moins cher de l'écart du prix. Alors, ça va arriver, là. Il faut être conscient. Là, on a lancé dans la mare de nos affaires juridiques, là, jusqu'à quelle marge il pourrait jouer là-dedans, là, jusqu'à où, là? Parce qu'il faut faire attention, tous ceux qui ont été admissibles et conformes, bien, ils sont toujours là. C'est qu'on ne peut pas nécessairement acheter en dehors de l'écart de 10, mais il serait possible, dans certains cas, de dire, je vais acheter en dehors de ça si aucun n'est bien disponible à me fournir le bien. Je pourrais aller à 11 ou à 12 mais je ne peux pas faire ça d'emblée. Mais là, quand il peut reviser son prix, alors, il est peut-être 14 plus élevé, mais là, il vient baisser son prix, puis il pourrait devenir, même à la limite, le seul dans l'écart de 10. Ça pourrait arriver, ça. Ce serait intéressant, peut-être. Oui. Quand je suis un soumissionnaire intelligent, Oui. lui, t'as 10 piastres, lui, t'as 11 piastres, moi, j'étais à 15 piastres. Ah, à cette heure, je vais être à 9 piastres. Ben oui. Ben, quand il va revoir son prix. Ouais, mais c'est parce que ça devient comme bizarre, là. Tu vas attendre que tout le monde se commette, puis moi, je vais mettre mon prix à Non, mais là, le prix, il a déposé, lui, là, à 15 piastres. Donc, dans le premier 6 mois, il n'aura pas de contrat. C'est ça que ça veut dire. Vous avez un outil de plus. Israël. Pour aller en dehors de l'écart de 10 mettons que j'en ai 2 là, qui sont Dans l'écart. Dans l'écart, tu vois avant eux autres. Les 3 ne sont pas capables de me fournir. Les 2 dans l'écart. Les 2 dans l'écart ne sont pas capables de me fournir dans les délais qui sont prévus au document d'appel d'offres. Oui. Un équipement XY. Mais celui qui est à 14 lui, il est capable. Oui. Puis moi, mon organisation dit, ben là, on n'a pas le choix, ça nous les prend pour dans 2 semaines. Toutes les autres ne sont pas capables. La réglementation n'a jamais dit que c'était impossible. Okay. Ça ne sera pas plus impossible avec ça, là. Ça ne change rien. Okay. J'ai raison. Oui, effectivement. C'est parce que s'il dit, c'est pas disponible dans les 15 jours, mais va être disponible à la 20e journée, il faudra peut-être penser à attendre. Mais on se comprend. Effectivement, parce que c'est ça l'idée d'un contrat à commande. Hein? C'est pas pour juste acheter le moins cher. C'est qu'on a mis une disposition avec autorisation du dirigeant, c'est clair dans les documents d'appel d'offres, parce qu'on l'a dit dans le document d'appel d'offres aussi, que c'est l'écart de 10 que je vais acheter. Mais il n'y a rien qui dit que si à un moment donné, je n'ai besoin, moi, pour mon institution, puis il faut que je le laisse. J'ai des cartouches d'encre. Hein, j'ai des besoins de cartouches d'encre. Ben, je vais aller à celui qui est à 11 pour une livraison minime, probablement. Pour après ça revenir dans l'écart, c'est sûr, pour dépanner. On va être dans le dépannage dans ce contexte-là. C'est bon pour ça?
Bien sûr, j'ai dit que les documents d'appel d'offres doivent en tenir compte. Et comment on va permettre le remplacement, comment on va permettre le changement de prix. Tout ça, ces modalités-là, doivent faire partie de votre document d'appel d'offres. Qu'il sache que lui va pouvoir ajuster ses prix en cours de route. OK? Donc, on comprend ici, c'est pour ça que j'ai mis une petite note en bas, en plus foncé. Le prix d'un bien réduit par un fournisseur devient donc son prix soumis. Hein? En approvisionnement aussi. Ça va être possible. Oui. Contrat à commande, oui. Contrat à commande, non. Mais ça, c'est ouvert juste au fournisseur qui était sur l'appareillage pour lui. Oui, définitivement. Effectivement, c'est ça, exact. Les fameux contrats info-nuages. Oui, excuse, Dave. Vous n'avez pas un petit peu peur à la collusion par rapport à ça? Oui, c'est ça. Parce que là, à un moment donné, le monde n'est pas si gros que ça. La Terre est ronde, elle n'est pas si grosse que ça. Puis là, à un moment donné, tu vois que le troisième, petit coup de fil entre eux autres, ils se voient à la sortie de la solution. Regarde, je pense que je ne serais pas disponible. Oui, moi, je dirais oui et non dans ce contexte-là. Vous savez, les gens, ils sont en affaires, c'est pour en vendre le plus possible. Puis ils veulent vendre leur affaire et non vendre les affaires de l'autre. C'est pas ça, non. En affaires, c'est le chiffre d'en bas qui compte. Ouais. C'est pas le chiffre d'en haut, c'est le chiffre d'en bas. Ah, ils pourraient aussi se dire. Mais ils ne peuvent pas augmenter les prix. Oui, on le sait. Ils peuvent que réduire. Mais c'est public. Non, mais c'est que réduire. Oui, sauf que s'ils sont 4, puis il y en a un Oui. qui est à 15$, ils peuvent. Ouais. Moi, ça me fait un peu le même principe qu'en construction, on a essayé de contrôler le fait que le premier se désiste, puis que le deuxième embarque, puis qu'il achète. Ouais, mais là, on est dans un contexte d'un contrat à commande. Là. On ne fait pas que du contrat à commande non plus. Là. OK. En info nuagique, quand même, vous sachiez que le contrat, on a évolué aussi à cet égard-là. Il faut aller vers ça. Et c'est quelque chose que vous souhaitiez, que vous vouliez qu'il soit réglementé aussi. Or, on vient le réglementer. On est venu aussi permettre au CSPQ, via une entente cadre, d'offrir des biens des biens ou des services, là, la notion de bien est un peu complexe, de services info-nuagiques à cet égard-là, donc via une entente cadre. Et vous allez pouvoir aller dans ce catalogue et vous allez pouvoir acheter donc de gré à gré. Vous n'avez pas d'obligation. Moi, que le ministère vous dit vous devez passer par cette entente-là, mais ça, c'est autre chose. Mais puis là, on commence avec le courrier électronique, si je ne m'abuse. Là, Bertie, tu me reprendras si je me trompe. C'est bien ça. Hein? Alors, dans l'entente cadre, le premier achat, le premier catalogue qui va être monté, c'est pour du courrier électronique. Donc, si vous avez besoin de contrats info-nuagiques dans d'autres domaines, bien, vous pouvez lancer des appels d'offres dans d'autres domaines aussi au niveau de l'info-nuagique. C'est bien sûr. Alors, pour l'instant, c'est ça. Le CSPQ développera aussi d'autres produits, j'imagine, dans le catalogue. Donc, ce qui va être important, et dans ce catalogue-là, et encore une fois, Bertie, tu pourras me reprendre si je me trompe, c'est que l'idée, c'est de toujours acheter le plus bas, hein, de gré à gré, bien évidemment. Si vous, en tant que donneur d'ouvrage, vous considérez que le produit plus bas ne répond pas à votre besoin, vous pourriez choisir un produit 2 ou un produit 3, un autre produit qui est plus cher, avec autorisation de votre dirigeant d'organisme, vous pourriez l'acquérir, parce qu'on est dans un contexte de gré à gré. OK? Tout ça, bien sûr, dans le but, hein, et on comprend, là, parce qu'il y a plein de critères. C'est bien beau de dire le plus bas prix, mais il y a des critères à ce que la compatibilité technologique fait en sorte que ça marche chez nous. Parce que si le produit moins cher ne marche pas chez nous, bien, je vais aller dans un autre produit qui est dans le catalogue. Au niveau de l'accessibilité aux biens aussi, est-ce que ça fonctionne avec mes appareils chez nous? Si ça ne marche pas, bien, je vais être obligé de prendre un autre type d'appareil. La performance et l'assistance technique. Parce que est-ce qu'elle est offerte dans votre région ou pas? Alors, c'est plein de choses aussi, parce qu'on comprend que le territoire québécois est grand aussi. Là. Donc, tout ça est à réfléchir dans le choix d'aller dans ce catalogue et d'acheter le moins cher. Donc, mais il faut être conscient que si je n'achète pas le moins cher, ça me prend une autorisation de mon dirigeant d'organisme, par exemple, en tant que donneur. Oui? Tout à l'heure, le catalogue, sur le courriel, ça me tente ces temps-ci, je vais dans le catalogue. Oui. Je veux faire une autre affaire, ça ne me tenterait pas d'aller dans votre catalogue, j'ai le droit de ne pas y aller. Oui, dans votre cas, effectivement. L'entente cadre est née pour les MO dans un premier temps. Donc, il y a juste pour ce qu'on veut à la pièce. Hein. Oui, effectivement. Effectivement. Je devrais reculer en arrière. Je suis sûr que je vais en tourner. Mais je vais en tourner pareil. C'est juste en TI. OK? On commence de même. On commence comme ça, c'est juste en TI. Alors, mais c'est obligatoire, par exemple. Alors, pour tous les contrats en technologie de l'information, donc on comprend ici, lorsque le montant total payé est supérieur, égal ou supérieur à 100 000 $, que ce soit satisfaisant ou insatisfaisant, vous devrez faire un rapport de rendement. Tout contrat de 100 000 $ et plus. Pour les contrats de moins de 100 000 $, si c'est un rendement insatisfaisant, vous devez faire un rapport de rendement. C'est obligatoire. Ça va être obligatoire à partir du 1er juin. Oui?
Là, on parle beaucoup de diminuer un peu la bureaucratie. S'ils sont satisfaisants, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'indiquer? Ça va être simple. C'est facile de marquer qui est satisfait. On fait juste cocher bon. Ben, on va vous fournir probablement au cours des prochaines semaines une espèce de gabarit. OK? Donc, pour vous aider. Oui, juste avant, peut-être? Bon, OK. Alors, important, hein, l'objectif est de pouvoir s'en servir. La notion de rapport de rendement, on la connaît déjà, là. Hein? S'il y a un rapport de rendement insatisfaisant, c'est parce que je peux m'en servir en tant que donneur d'ouvrage public pour exclure ce soumissionnaire-là au cours des 2 prochaines années. C'était l'objectif du rapport de rendement insatisfaisant. Le rapport de rendement n'est disponible, n'est pas public, n'est possible que pour l'organisme qui l'a émis. OK? Ça reste encore. Même chose dans le cas d'un rapport de rendement satisfaisant. L'objectif ultime, ce serait, et je le dis, puis là, je mets tous les bémols possibles et impossibles, vous comprendrez, il faut partir de quelque part pour avoir une banque de rendement. Parce qu'on n'en a pas. Hein? On se dit, mais ça serait-tu le fun de pouvoir se servir d'un bon soumissionnaire puis lui donner une plus-value sur une prochaine évaluation de qualité? Mais quand j'ai rien, je dis, oh, il était tellement bon chez nous la dernière fois, j'aimerais ça m'en servir. Ben oui, mais là, tu te bases ça sur quoi? Il était bon la dernière fois chez nous. Ah, mon chargé de projet l'a bien aimé. Et c'est utile, ça. Ça se défend bien. Alors, montons une banque tranquillement. Ayons quelque chose dans le futur, espérons rapprocher, pour qu'on canalise peut-être cette information-là à quelque part dans une autorité. Hein? J'utilise le mot tranquillement, je me pratique. Qui pourrait, elle, dire, regardez, on va la rendre publique. On va les rendre publics, ces rapports-là. Et là, la commission scolaire des SAMAR pourrait se servir du rapport de rendement de la commission Beaucette-Chemin. Hein? Dans le cas hein? Dans l'évaluation de sa qualité. Dans le contexte du gabarit qu'on va vous fournir. Et dans l'évaluation de qualité, ça pourrait être un critère. Ça pourrait. Je vais mettre beaucoup de conditionnels, là. Vous comprendrez. Puis heureusement qu'on est enregistré, en mettant beaucoup de conditionnels, c'est pas pire. Alors, important, on est dans un contexte où on va tranquillement se monter des banques, qu'on souhaite pouvoir se servir. Dans un avenir que j'appellerai, je l'espère, rapproché, mais c'est l'objectif, par exemple, de pouvoir se servir de ça. Oui? Dans un rapport insatisfait, oui. Mon organisation ne fait pas la job, on est sur, exemple, sur le web, quelque chose pendant ça, et il y a des collègues de d'autres régions qui ont travaillé avec cette organisation-là, en tout cas cette compagnie-là. Oui. Si eux, il y en a un autre, je pense en Gaspésie, qui a exactement la même insatisfaction. Si c'est individualisé, on est poigné avec le fournisseur pareil. Hein? Actuellement, vous ne pouvez pas vous les transférer. Quand je dis le jour où on serait capable de ramener ça sous une autorité, ce qui pourrait être intéressant dans ce contexte-là, c'est de dire, bon, la commission scolaire Beaucette-Chemin a fait un rapport de rendement insatisfaisant. Ça, vous avez entendu ça à Beaucette-Chemin. Et, ils m'ont appelé, je pense là-dessus. Et eux, elle n'est bonne que pour eux. Mais une autre commission scolaire, chez vous, par exemple, vous dire, hey, ce fournisseur-là, je suis en train de soumissionner. S'il soumissionne chez nous, je pourrais-tu me servir de ce qu'eux ont fait? Là, actuellement, on ne peut pas. Mais si on pouvait un jour vous transférer cette information-là, bien, vous pourriez dire, regarde, nous autres, là, ça va t'enlever des points. Parce que tu as eu un rapport de rendement insatisfaisant dans une autre commission scolaire. Alors, ça pourrait être intéressant. Peut-être que vous allez dire, nous, on ne s'en sert pas comme n'importe quelle commission scolaire qui fait un rapport de rendement insatisfaisant n'est pas obligé de s'en servir après. C'est une possibilité de vous en servir. Puis vous le savez, je l'ai entendu à tellement de reprises, le fameux rapport de rendement insatisfaisant pour le déneigement. Mais l'été, il fait d'autres choses, lui. Il fait de l'entretien paysager, François Saint-Paul. Mais il est bon là-dedans. Puis il y a eu un rapport, puis c'est la même entreprise. Puis là, vous dites, ouais, mais là, je vais l'exclure. Non. La clause est claire. Peut rendre inadmissible une entreprise qui a eu un rapport de rendement insatisfaisant. Alors, elle soumissionne ses contrats d'entretien paysager l'été. Elle soumissionne, puis c'est correct. C'est dans ce sens-là. Là. Mais là, en plus, on pourrait s'échanger ça entre nous. Là. Okay? Mais on n'est pas là. Mais il faut commencer à quelque part. Se monter des banques d'informations comme ça, là, ça ne se monte pas en... La banque, excusez, la banque insatisfaite, c'est une chose. Okay? Ouais. On vient là. Mais la banque de candidats d'entreprises qui sont satisfaits. Là, j'essaie de voir. Le MTQ. Je vous donne un exemple. Le MTQ fait ça, lui, dans tous ses contrats. Ben, il fait ça dans tous ses contrats. Dans des secteurs particuliers, il fait ça dans tous ses contrats. C'est obligatoire maintenant au MTQ, ils le font. Puis Hydro-Québec le fait aussi. Et eux se servent, dans certains cas, là,
ils se servent de ça. Le fait qu'il y ait eu un rendement positif, oui, il y a une notion de subjectivité, mais il y a des gabarits, là. Tu sais, on a coché des choses, puis ça donne une note finale. Alors, ça devient un critère qui vaut peut-être 10, 15, 20 sur son évaluation de qualité. Mais on comprend que le gabarit est identique pour tous les contrats, là. C'est pas le chargé de projet de ce projet-là a fait ça d'une telle façon, le chargé de projet a fait ça d'une autre façon. Non, c'est le même gabarit. MTQ, là, ils ont un gabarit, puis ils utilisent toujours le même gabarit. Ils sont capables de justifier aussi, parce qu'ils envoient le rapport de rendement, là. Il faut y envoyer au soumissionnaire, là. Pas au soumissionnaire, mais au contractant, c'est lui qui avait fait le contrat chez nous, là. Que ce soit positif ou négatif. Positif, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Négatif, ça fait peut-être pas plaisir, mais il va le recevoir pareil, là. François? 2 questions. Oui. Avec ce que tu viens d'apporter. Tout d'abord, si je comprends qu'on partage, il va y avoir soit un format électronique, il va y avoir. Parce que ce que je comprends, c'est l'objectif de se faire ça. Donc, dans un premier temps, on les prépare, on les garde chez nous. Oui, effectivement. Mais il va y avoir des formats pour s'assurer de le retourner de façon, disons, électronique. Regarde, on est à l'élaboration. J'espère que le premier jour, ça va être prêt. Et deuxièmement, formation sur l'évaluation. Parce que moi, je peux l'évaluer d'une façon. À côté, va l'évaluer d'une autre façon. Un autre va l'évaluer. Il lui dit, écoute, c'est le même service que j'ai offert. Toi, tu m'as donné 60 toi, tu m'as donné 90 toi, tu m'as donné... Ça va être je te dirais, regarde, on y va. Je suis content de regarder actuellement. C'est une grille, par exemple, de 1 à 4. Oui, mais l'évaluation est connue. Tu sais, entre il est bon ou il est très bon, mais il est pas bon, puis il est vraiment pas bon. Michel, je veux juste soulever le point que la journée qu'on partage ça, sur une base commune ici, on n'a pas le même regard. D'accord? On va avoir des extrêmes et on va avoir un porte-à-faux. Ben, non, je dirais, en tant qu'économiste, la beauté de ça, c'est les moyennes. Oui, mais là, dans une moyenne, tu vas arriver à quelque chose qui va... si on est à une échelle de 1 à 4, là, s'il y a toujours des 3 puis des 4, je pense qu'il est bon. S'il y a un soumissionnaire, il y a un donneur d'ouvrage qui donne toujours 1, et là, on pourrait même se questionner, nous, sur ce donneur d'ouvrage-là. Mais je vais juste avoir un guide pour s'assurer. Ben, ce sera un guide, là, ça va être... Je dirais qu'on n'en est pas là encore, mais on travaille vers ça, là. OK? Oui. 5 minutes? 2 minutes? 2 écarts, OK. Juste 2 rappels. D'un, ce premier rappel-là, l'ARQ, et après ça, tu me poseras ta question, François. Ton autre question. Validité de l'attestation de Revenu Québec, n'oubliez pas que maintenant, elle a changé, qu'elle n'est plus de 90 jours, elle est de 3 mois plus. Vous savez que vous en avez peut-être reçu actuellement qui était de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois et de 6 mois. Parce qu'à cause de la période transitoire, ça ne va n'être que pour une fois. Parce qu'après ça, les entreprises, en renouvelant, elle redevient 3 mois plus. Donc, 3 mois plus, on comprend qu'elle est bonne pour le mois où elle a été émise et les 3 mois qui suivent. Alors, c'est plus la notion du 90 jours. Ils ont même marqué une date de validité dessus. Ce qui est super, hein? Dans votre cas, vous aimez ça. La deuxième chose importante au niveau de l'attestation de Revenu Québec, c'est qu'il est important de ne pas oublier qu'elle est maintenant toujours obligatoire, même s'il vous dépose une autorisation de contracter, un AMF. OK? Alors, on pense à un projet d'1 million de dollars en service, par exemple, il vous dépose son AMF, il doit aussi vous déposer son attestation de Revenu Québec. OK? Donc, extrêmement important. Et la deuxième petite chose que je voulais vous dire aussi, mais qui n'est pas dans mes acétates, mais je sais que le 1er septembre, vous allez vivre un changement. Entre autres, vous allez ouvrir vos frontières à ingénieurs architectes. N'oubliez pas qu'à partir du 1er septembre, vous ne pourrez pas plus faire d'appel d'offres publics régionalisés pour les ingénieurs et les architectes. Rappelez-vous une chose, par exemple, qu'ils ils vont s'assujettir à nos règles, les ingénieurs de l'Ontario. Ils devront être évalués en qualité, la même chose que nous, on évalue nos propres ingénieurs architectes. Où on a une problématique actuellement, et on en est conscient, et on va essayer de la corriger ce temps-là, c'est au niveau de la fameuse directive sur les frais de déplacement. OK? Mais on sait très bien que ce n'est pas si large que ça, les soumissionnaires, là, actuellement, qui veulent soumissionner sur des contrats au Québec. Là. Mais je vous dis, on n'embarquera pas le débat. Mais 1er septembre, plus possible de faire des appels d'offres publics régionalisés. Ingénieurs, architectes. Les autres, c'est conservé. OK? Sur ce, merci de votre attention.